Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les dividendes de la diversité en jeu et perspective. Les humains doivent se reconnaître dans leur humanité commune, en même temps que reconnaître leur diversité tant individuelle que culturelle. Morin. Gérer la diversité et faire face à de nouvelles attentes de reconnaissance. Audrey Trottereau. Le mot même de diversité est-il comme le mot culture, un mot qui a plus de valeur que de sens et plus d'usage que de définition unique? En entreprise, dans les phénomènes sociaux comme la crise des banlieues, est-il légitime d'utiliser ce mot de diversité? Pensez-vous, en tant que sociologue, que les personnes contestent parce qu'elles se sentent discriminées? Evald Mutabazi et Philippe Pierre. Le maître mot pour nous est celui de reconnaissance. La plupart des phénomènes sociaux récents où les personnes émettent une forme de contestation, crise des banlieues, mais aussi appel à la réparation coloniale, salariés qui se sentent méprisés, par-delà leur caractère hétérogène, partagent une caractéristique. Ils en appellent à un besoin fondamental, celui d'être écouté et regardé, identifié et reconnu dans sa dignité humaine. Reconnu pour ce que l'on est, ou pour ce à quoi l'on aspire, et non pas uniquement pour son statut social ou pour ce que l'on rapporte. Bien qu'il soit peu médiatisé, les exemples ne manquent pas aujourd'hui, tels que celui de ce cadre africain d'origine nigériane qui nous livra, pendant un séminaire de formation que nous animions, comment il avait eu du mal à convaincre son directeur des ressources humaines, DRH, de le promouvoir à un poste plus élevé, poste exposé sur la zone Amérique latine, sous prétexte qu'il ne parlait pas couramment plusieurs langues étrangères, dont précisément l'espagnol. Arrivé en France depuis quelques années, il maîtrisait en réalité 5 langues différentes, en plus de celles de sa région d'origine, dont l'anglais et le français. Il s'exprimait tellement bien dans cette langue, que son DRH français ne l'intégrait pas ou plus dans les critères d'évaluation de ses compétences à évoluer en contexte international. Son intégration en France était telle que son DRH ne reconnaissait plus son origine différente, et par voie de conséquence, les efforts et l'énergie que ce cadre avait consacrés à la valorisation de sa différence en dehors de sa culture d'origine. Les acteurs porteurs de cultures différentes suscitent d'abord de la méfiance parce qu'ils créent des écarts, produisent de l'inconnu ou du hasardeux, et que l'on pense à tort qu'ils pourraient être non assimilables à terme. Ainsi, lorsque l'on regarde honnêtement de près plusieurs situations de travail en France, on est obligé de constater que ceux qui sont réellement reconnus et valorisés en France restent pour une large part masculins, blancs et occidentaux, alors que ce pays, dans son unité ondoyante, a des territoires véritablement multicolores et multiculturels, les patois, les régions, les pays. Est-ce totalement nouveau de parler de reconnaissance, notamment dans le cadre de l'entreprise? Non. Comme nous le rappellent les débats autour de la reconnaissance des pratiques religieuses, notamment revendiquées par les ouvriers d'origine maghrébine arrivés en Europe au sortir des années 50, le besoin d'être reconnu n'est pas nouveau. Dans l'organisation des usines par exemple, des moments et des lieux pour la prière n'ont été tolérés que récemment en France. Ce qui est donc nouveau aujourd'hui dans le panorama des entreprises françaises, c'est la volonté de traiter systématiquement les effets de la diversité au travail, c'est la peur du gendarme, c'est l'ampleur du phénomène de testing, de création de cabinets spécialisés dans ce domaine, le volume d'heures de formation dispensées sur ce thème, le nombre de colloques et de livres récemment publiés ou encore le caractère devenu quasi épidémique des nominations d'une madame ou d'un monsieur diversité que nous observons aujourd'hui dans les organisations. Comment déterminer ce qui est discriminant et ce qui ne l'est pas? On dit d'une discrimination que c'est une restriction des droits d'une personne par rapport à une autre en raison de critères non autorisés, et qu'elle peut entraîner des sanctions allant jusqu'à la peine d'emprisonnement. Les discriminations peuvent s'exercer à l'embauche, dans l'emploi, pour l'accès au logement, dans un lieu public, pour l'accès à des biens ou des services. Elles peuvent aussi se traduire par un harcèlement moral ou sexuel. La discrimination, pour le Haut Conseil à l'intégration, s'entend en France comme la manifestation quelconque d'une atteinte portée volontairement ou non à l'égalité des droits, à l'égalité des conditions de leur exercice, à l'égalité des chances, mais aussi à l'égalité des obligations de chacun et de tous. Commençons par situer ce phénomène massif dans le contexte juridique actuel. Précisons les choses.
Selon la loi, les discriminations sur le lieu de travail peuvent être notamment liées à la prise en compte de l'origine ou de l'appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race d'un employé ou d'un candidat à un emploi. Sur le plan juridique, discriminer, c'est traiter de manière défavorable une personne plutôt qu'une autre, dans une situation comparable et pour un motif prohibé. Cette discrimination sera directe, à compétence égale, si elle s'opère sur la base de critères discriminatoires visibles comme la couleur de peau. Une annonce d'emploi stipulant que les candidats de plus de 35 ans ne seront pas pris en compte est un exemple de discrimination directe. Elle sera indirecte si elle se produit et qu'un critère ou une pratique est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour une catégorie de personnes. Imposer à des candidats un test pour une certaine langue, alors que celle-ci n'est pas nécessaire pour le poste, constitue ainsi une discrimination indirecte. Ne pas évaluer les contraintes liées au fonctionnement organisationnel de certains horaires de réunion participe aussi de ces mécanismes d'exclusion indirecte et sournois. Insister pour qu'une femme, dont la religion exige qu'elle tienne couvertes ses jambes, s'habille en tailleur au lieu d'un pantalon sans pouvoir justifier pourquoi le port de la jupe est essentiel pour la bonne tenue du poste revient aussi à pratiquer une discrimination indirecte. Il semble dans certains cas difficile de faire la part des choses. La discrimination s'insinue souvent sous des traits que l'on pourrait penser positifs, mais qui renvoient pourtant aux mêmes stéréotypes discriminatoires. Recrutement de musulmans à certains postes appelant une absolue sobriété, chauffeur, agent de sécurité. On déplorera alors une ethnicisation des métiers et des fonctions avec une orientation systématique de certaines personnes ayant certaines caractéristiques vers certains types d'emplois. Les moins qualifiés, les moins bien payés, les temps partiels. Admettons que l'on voit rarement un noir ou un arabe derrière un comptoir de banque, mais peut-être un peu plus à l'accueil ou au standard des grandes entreprises et davantage encore en cuisine pour la plonge. En réalité, la discrimination est toujours une pathologie sociale de la distance, de l'isolement, de l'absence de mixité sociale. Nous distinguons encore deux types de discrimination. Une qui s'opère autour de caractères ascriptifs tels que l'âge, la couleur de peau ou encore le genre, qui sont sinon irréversibles, du moins très difficiles à faire changer en un temps court pour le salarié concerné. Ces discriminations portent sur les traits les plus visibles. D'autres discriminations s'opèrent autour de l'état civil, de l'adresse, des convictions religieuses, de l'appartenance syndicale, politique, de l'expérience, c'est-à-dire des paramètres apparemment réversibles, même si la sociologie nous rappelle les effets de la reproduction sociale ou de la domination à l'œuvre dans les rapports sociaux, et face auxquels l'individu ne dispose pas de toutes les marges de manœuvre pour faire changer sa perception par les autres. L'illustre Observatoire des discriminations, à Paris, qui a réalisé plusieurs tests de discrimination, dit testing, avec l'envoi, par exemple, en 2004, de faux CV en réponse à 258 vraies offres d'emploi. L'envoi à chaque annonce de 7 CV identiques, avec chaque fois une variable différente, a permis de tester cette forme de discrimination. Les personnes les plus frappées, dans les premières enquêtes, sont les personnes handicapées, premières victimes de ruptures de parcours liées à des hospitalisations, suivies des personnes d'origine maghrébine, puis des personnes de plus de 50 ans. Ce testing a aussi montré que la persistance des traitements discriminatoires en raison de l'origine ethnique ou raciale, réelle ou supposée, a certainement partie liée avec l'invisibilité statistique du phénomène, notamment pour les descendants d'immigrés ou originaires des DOM, et d'un travail sur des catégories qui, en France, restent à approfondir. N'oublions pas que 23% des entreprises de plus de 20 personnes, sur notre sol, ce qui représente au moins 23 000 entreprises, n'emploient aucune personne handicapée, que 80% de ces personnes ont un CAP, BEP ou un diplôme inférieur et qu'il n'y a, par exemple, que 163 étudiants handicapés en classe préparatoire aux grandes écoles à l'heure où nous vous répondons. Pourtant, il semble que beaucoup d'entreprises n'hésitent pas à faire valoir leurs efforts en matière de diversité. Est-ce à dire que leur démarche n'est pas sincère ? Afin de lutter contre ces différents types de discrimination, la plupart des employeurs envisagent aujourd'hui de mettre en place ou d'amplifier leur politique de recrutement, de formation et de promotion interne en tenant plus activement compte de la diversité des origines sociales ou ethniques, par exemple, de la population française. Dans la majorité des cas, ces politiques s'appuient sur des données statistiques éparses,
des tableaux de bord à construire, des indicateurs de suivi à définir pour quantifier la diversité des origines de leurs salariés, celle des candidats à un emploi ou encore à la mobilité professionnelle ou géographique. Avant d'inventer de nouveaux outils statistiques, commençons du côté des entreprises par exploiter les enquêtes d'opinion, les tests de discrimination, les témoignages de possibles victimes, de recruteurs, les analyses statistiques et économétriques qui existent et qui visent à évaluer le lien entre les origines des actifs et les positions sur le marché du travail. Faisons entrer les sciences humaines et sociales dans toutes les entreprises. Disons-le tout net, la notion de diversité est un construit récent en France qui a intégré différents apports européens et anglo-saxons, comme la notion de corporate social responsibility. Sa capacité à s'imposer comme nouvel horizon normatif tient certainement, en arrière-fond, à ce que l'État-providence est en crise, les syndicats épuisés, que l'on observe malheureusement la décomposition de la visée des partis politiques à transformer les rapports sociaux. Le culturel, et les identités culturelles seraient-ils la scène choisie par certains d'un des derniers combats collectifs si l'on ne peut plus changer la vie ? Et pour d'autres, de libéralisation de l'économie, d'effacement de l'État dans sa visée régulatrice ? Prenons garde à ce que des pseudo-vérités, conçues au nom des identités culturelles, ne le soient que pour que la structure inégale de classe ne soit guère remise en cause. Le fait est qu'un marché des discriminations est en cours de constitution. De nombreux chercheurs comme certains consultants d'entreprises, pris dans des logiques de concurrence, définissent, pour une part, ce qui est la réalité d'un champ de la diversité depuis un petit nombre d'années, important parfois à la hâte des concepts d'origine anglo-saxonne sans suffisamment les lier aux ancrages et traditions locales. Pensons pour l'exemple aux effets nocifs de certaines enquêtes de climat social en entreprise, de statistiques ethniques, découpant la population française en groupes clos et supposés homogènes. L'effet de mode l'emporte souvent sur la distanciation et le pragmatisme. Prenons garde à ce que l'attention à une forme de diversité n'en chasse une autre. Mais vous ne niez pas que d'importants efforts ont tout de même été réalisés de la part des entreprises ? Souvent la communication à la surface des choses l'emporte sur l'action en profondeur. Cela ne doit en rien nous faire oublier que la diversité par nature a toujours existé en entreprise. Diversité des âges et des genres, des tailles et des poids, des groupes sanguins, des villes de naissance de ses salariés, des métiers exercés. Le caractère multiculturel des rapports collectifs de travail existe depuis que l'homme est homme, tout comme la notion de réciprocité des droits et des devoirs entre membres de toutes les communautés humaines. Depuis les équipes de chasse ou de pêche, qui existent dans de nombreux pays, depuis l'époque préhistorique jusqu'aux équipes transversales et virtuelles aujourd'hui à la mode dans les multinationales, la plupart des entreprises font toujours appel à des équipes composées de membres ayant des compétences complémentaires et souvent porteurs de cultures nationales ou régionales, claniques ou professionnelles voire politiques et religieuses, différentes. Plus qu'avant peut-être, il nous revient aujourd'hui de comprendre ce jeu de la norme et de la différence au moment de la multiplication des mobilités géographiques, des communications de courte durée et fortement médiatisées par les nouvelles technologies, au travers de la téléphonie mobile, des messageries, de la production automatisée à distance. Et en dehors des entreprises, tous les êtres humains ont toujours vécu dans des cultures particulières. La diversité humaine est sans doute le fait humain, spécifiquement humain, le plus massif qui soit. Ils ont toujours été pourvus, culture par culture, individu par individu, de manières de vivre particulières qui apparaissent parfois brutalement dans le contact avec les autres et se renouvellent sans cesse sans que l'on puisse parler de choc culturel, confrontant terme à terme, bloc à bloc, deux groupes observés. Et encore moins de prétendus chocs des civilisations. Le mot de diversité tient selon nous du concept, d'un construit élaboré par les entreprises, leurs dirigeants et certaines sphères de pouvoir, pour caractériser, à un moment particulier, les enjeux de la société française en termes d'emploi et d'accès aux promotions. Nombreux sont ceux qui souhaitent parer le mot même de diversité d'un véritable espace d'autonomie symbolique, lui conférer même un imaginaire d'émancipation sociale. Les politiques de gestion de la diversité en entreprise, par leur puissance de représentation des rapports sociaux, se situent à la croisée de plusieurs scènes encore peu connectées, scène académique et scientifique, l'espace des décisions publiques et aussi arène médiatique et politique. Pour le dire autrement,
il ne faudrait pas préférer se débarrasser du racisme plutôt que de la pauvreté, célébrer la diversité pour mieux oublier de réduire les inégalités socio-économiques. Il ne faudrait pas, au nom de la diversité, et d'un prétendu nouvel espace d'inégalité lié à la représentation de soi, aux images et émotions qu'il véhicule, oublier la question sociale. Revenons au corollaire négatif de la diversité, la discrimination. À quel point se manifeste-t-elle dans l'entreprise ? Les politiques de diversité, dans leur diversité pourrions-nous dire, placent au centre de leur combat, mais sans toujours la nommer précisément, la notion de discrimination, ce qui pose la question de savoir qui sont les auteurs et qui est la victime de la discrimination, sans que personne ne puisse livrer une réponse marquée du sceau de l'évidence. Comment prouver, par exemple, qu'une personne d'origine immigrée ne bénéficiera pas des mêmes augmentations de salaire que ses collègues effectuant le même travail sans études fiables et patientes? Comment prouver que cette personne sera systématiquement écartée des promotions, au titre de ses seules appartenances plus ou moins visibles? Comment montrer, et sur quels critères se baser, que son supérieur hiérarchique et son DRH n'ont pas agi correctement alors qu'ils peuvent aussi connaître mieux l'histoire de l'entreprise, les objectifs de travail ainsi que le contexte dans lequel le salarié devait les réaliser? Les politiques de gestion de la diversité invitent souvent à aller au plus pressé, à renvoyer aux seules origines, pour sanctionner les fautifs avant d'analyser les causes. Liberté, égalité, diversité ? Y aurait-il alors contradiction entre les politiques de diversité actuellement développées dans les entreprises et la tradition républicaine d'accueil et d'intégration à laquelle nous sommes attachés en France? La République, c'est l'égalité des citoyens devant une loi votée par des individus libres et indépendants. Il a toujours été question de donner raison au caractère universel de la loi sur le rapport de force entre groupes sociaux. Ce fut le sens des mesures prises par la Constituante en matière d'émancipation civile des protestants et des juifs, ou encore de l'abolition des corporations. C'est aussi celui du Conseil constitutionnel, en mai 1991, relatif au statut de la Corse, refusant de parler de peuple corse, composante du peuple français, parce que la Constitution ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français. La société d'Ancien Régime admettait la différenciation des ordres avec des droits et privilèges. Être révolutionnaire, c'était et c'est toujours tenter de faire advenir l'autre que soi comme un égal. Le projet démocratique français met donc les différences en deçà de notre destin commun, à savoir la République. Dans ce cadre, la notion de minorité ethnique est privée de toute légitimité institutionnelle en France. En effet, il n'y a pas dans la tradition française l'idée de dette historique vis-à-vis d'une quelconque minorité dont les héritiers pourraient recevoir la créance de génération en génération. Il n'y a pas non plus d'objectif national quantifié et assigné par le gouvernement. Dans ce contexte, il appartient donc théoriquement aux entreprises de choisir leurs moyens de combattre le racisme et les discriminations. La situation est différente, par exemple, en Afrique du Sud, où plusieurs musées retracent et affichent des scènes assez éloquentes sur l'oppression de plusieurs communautés par celles au pouvoir du temps de l'apartheid. Rien de tel n'est mis au grand jour dans l'Hexagone. En 1911, le Mines and Works Act, qui réserve les emplois spécialisés aux populations blanches, entre officiellement en vigueur en Afrique du Sud. Il signe le début de la politique de développement séparé, alors que plus de 80% de la population sud-africaine n'est pas blanche. Certaines entreprises sud-africaines, peu nombreuses, ont choisi dans les années 70 de ne pas respecter les conséquences des lois d'apartheid comme l'allocation de locaux différents pour les Blancs et les Noirs. En Afrique du Sud, sous l'apartheid, il n'y avait pas de Noirs mais des Blancs whites, des Asiatiques, Indians, des Métis, Colored et des Africains, Africans. Ce que l'on ne voulait pas voir, le racisme, les dominants se donnaient les moyens de ne pas le rendre visible, en pensant par catégories distinctes et en isolant les origines. Ils se trouvaient alors certainement confortés dans l'idée que les injustices liées au racisme n'existaient pas. Est-il possible de s'inspirer de ces cas à l'étranger pour faire progresser les politiques de diversité des entreprises françaises? En Afrique du Sud, plusieurs politiques, comme celle de l'embauche équitable dans le service public ou plus tard, du Broad-Based Black Economic Empowerment,
vise donc à partir de 1994 à réparer les préjudices antérieurs des populations noires, indiennes ou métisses, à promouvoir l'égalité des chances par des actions positives telles que le transfert des compétences ou des capitaux en direction de la majorité de la population sud-africaine, jadis très opprimée par le pouvoir en place. 25 à 30% du capital des entreprises devra être détenu par des Noirs d'ici à 2015. Le débat se pose autrement en France, où les Blacks ne se verront pas reconnus comme un groupe ethnique avec ses caractéristiques culturelles propres, une Black culture et une identité assumée, Black Pride. La réalité des inégalités sociales et économiques dans notre pays, ainsi que les récents développements sur la parité ou sur le rôle positif de la colonisation questionnent de manière différente le pluralisme. La République ne connaît pas, et c'est un bien, de groupes raciaux définis par l'hérédité biologique. Certains à tort parleront de groupes ethniques. Le terme ethnique désigne alors ce qui ne serait pas racial, ce qui ne tiendrait pas aux différences physiques socialement perçues, mais relèverait davantage d'une approche subjective d'individus qui s'identifieraient à un groupe ou plusieurs groupes d'origine. Cet exemple sud-africain permet de différencier une discrimination inscrite dans le cadre juridique de l'État, d'un traitement défavorable qui ne peut se prévaloir d'une telle base légale. Admettons que dans notre pays cette notion de groupe ethnique renvoie souvent au groupe malgré lui, comme une évidence immédiate des décence qui fait que par un processus d'identification déclenché par autrui, on est renvoyé à ses origines. Alors que beaucoup préfèrent parler, nous y reviendrons, de minorité visible, d'autres voient, rappelons-le, dans la crise des banlieues par exemple, un problème avant tout social qui nécessite donc des solutions économiques et sociales. Ce qui est critiqué aujourd'hui en France, ce n'est ni le bien fondé des idéaux républicains, ni le principe fondateur de laïcité, mais la capacité de la République, ou plus précisément de son organisation politique, à savoir faire vivre l'égalité des chances. Quand le taux de chômage des jeunes d'un quartier atteint 30 ou 40%, ce qui est mis en doute n'est pas la République, mais sa capacité à renforcer l'égalité des chances, depuis l'école jusqu'au succès dans l'emploi. En d'autres termes, les mouvements revendicatifs évoqués plus haut peuvent s'expliquer par le fait que la plupart de ceux qui agissent au nom de la République sont quelquefois justes dans leurs discours ou leurs intentions, et franchement discriminatoires dans leurs pratiques et leurs comportements. Une des questions posées aujourd'hui à la République consiste à savoir si les jeunes diplômés originaires des territoires français d'outre-mer ou naturalisés en provenance des autres régions du monde, d'Afrique francophone notamment, toléreront toujours de trouver 3 fois plus difficilement du travail que leurs homologues français dits de souche. Ainsi par exemple, pourquoi plusieurs centaines de ressortissants des territoires d'outre-mer ou des anciennes colonies françaises d'Afrique devraient-ils continuer d'accepter, pour de très lointaines raisons politiques et historiques, que les hautes sphères de la fonction publique leur soient quasi impossibles d'accès ? Dans le même registre, l'ordre des médecins, celui des avocats et des experts comptables, se rejoignent aujourd'hui pour dire que la condition de nationalité, pour y être acceptée, devrait être supprimée. Dans les entreprises, les conséquences des politiques de diversité en appellent à distinguer égalité et équité. Il s'agit de parvenir à l'égalité des droits, ce qui est bien le but, en empruntant le chemin de l'équité et au travers de quelques outils et méthodes de mesure de la diversité ou encore d'aides spécifiques dédiées aux plus démunis. Ces politiques supposent que soient mises en pratique dans les actions de recrutement, de gestion des carrières ou de formation, une réelle égalité de traitement des individus. Par ailleurs, le principe d'équité qui correspond au souci d'organiser la coopération et la coexistence sociale au travail selon des principes qui tiennent compte des disparités entre les membres d'une même société, ne peut s'analyser sans son corollaire qui est la discrimination positive. L'équité se présente comme l'application de traitements particuliers à un territoire ou une population, qui déroge ainsi, temporairement, au principe d'égalité. Ainsi par exemple, plusieurs entreprises engagées aujourd'hui dans les politiques de diversité soulignent l'intérêt de la mise en place, à l'école, d'actions de soutien scolaire pour les élèves en difficulté, équité. L'objectif est de contribuer ainsi à donner à tous les enfants les chances de terminer la scolarité obligatoire dans de bonnes conditions. Égalité. Certains Français, parce qu'ils sont perçus comme différents, sont moins égaux que d'autres sur le marché du travail. Quelles sont les conséquences pratiques pour les entreprises, de ce passage que vous soulignez, de l'équité à l'égalité des droits ?
Affirmons-le clairement. Dans la société, pour nous, c'est surtout la discrimination dans le champ des droits économiques et sociaux qui alimente la revendication dans le champ des droits culturels, et non l'inverse. Pour les jeunes issus de l'immigration, la situation est celle d'une forte assimilation culturelle et d'une faible intégration sociale. Pour les dirigeants, les responsables des ressources humaines et les partenaires sociaux des entreprises concernées, la mise en œuvre de ces politiques de gestion de la diversité soulève donc un grand nombre de questions. Quand commencent et quand s'arrêtent les traitements de faveur consentis à telle ou telle minorité représentée dans leurs entreprises? Et que veut dire une minorité? Quid de l'acceptation de certains interdits alimentaires, port pour les musulmans par exemple, de l'aménagement des horaires ou des moments pour la pratique religieuse selon les croyances ou les origines des salariés? Quid de l'intégration dans les agendas, comme dans certaines entreprises aux États-Unis, de commémorations diverses, Martin Luther King Day, Ash Wednesday, Halloween, Thanksgiving Day, Rosh Hashanah, Yom Kippour? Doivent-elles s'appliquer à tous? Quelles décisions prendre concernant le port du voile islamique, de la kippa ou d'autres signes religieux ou politiques dans un règlement intérieur? Comment répondre à un membre du personnel qui prétendrait qu'en autorisant une salariée à venir travailler voilée, l'entreprise dans laquelle il travaille porte atteinte en réalité à la liberté des femmes? Faut-il aller dans le sens de l'interdiction des signes ostentatoires religieux sur le lieu de travail, au travers du règlement intérieur? Le droit nous dit qu'un salarié ne respecte pas ses obligations contractuelles, s'il trouble de manière volontaire ou non la bonne marche de l'entreprise. Où se situe ici la nature du trouble? Est-ce promouvoir la diversité que d'avoir des salariés voilés dans une entreprise? Mais comment s'opposer au port du voile? Si le voile est toléré, c'est qu'il n'apparaît souvent pas comme le signe d'une revendication politique mais comme l'expression d'une foi intime. Vous parlez des questions du voile et du respect du ramadan en entreprise. En France, n'a-t-on pas trop tendance à utiliser le prisme religieux pour caractériser un groupe ethnique? Désigner le maghrébin par le terme de musulman crée une nouvelle stigmatisation. L'immense majorité des maghrébins en France ne pratiquent pas l'islam, même si l'attachement à la culture musulmane peut se traduire par le respect de certains rites et symboles comme la consommation de viande halal ou le respect du ramadan. Remarque Y. Sabeg et El Méhaignerie. Accepter un maghrébin comme français à part entière serait-il alors l'accepter sans sa religion? Y. Sabeg et El Méhaignerie remarquent qu'alors, que le judaïsme et l'islam sont des religions minoritaires importantes, les fêtes chrétiennes gardent l'exclusivité de la reconnaissance publique, jours fériés, mention au calendrier, dans les agendas. La conception française de la laïcité commanderait de reconnaître comme jour national, férié ou chômé, un jour comptant comme fête religieuse importante pour les religions minoritaires, Aïd Kippour, 34. Si l'adaptation des menus dans la restauration collective est admise, l'est moins la facilitation du jeûne du ramadan par l'aménagement des horaires ou les congés pour des jours de fête traditionnels. Le port du voile par les femmes en contact avec le public suscite des positions divergentes. Ainsi peut-on lire dans un compte-rendu de comité d'entreprise d'une grande entreprise du secteur pharmaceutique, que certaines salariées peuvent se sentir provoquées voire agressées, par le port du voile d'une de leurs collègues, mettant en exergue que les droits des femmes sont bafoués dans des pays et des régimes instaurant le voile. La demande est ainsi faite qu'une réflexion soit engagée pour l'interdiction des signes ostentatoires religieux sur le lieu de travail. La direction de cette entreprise rappelle alors que le Code du travail précise que le règlement intérieur ne peut comporter de dispositions lésant les salariés dans leur emploi ou leur travail en raison de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille, de leurs origines, de leurs opinions ou confessions, de leur apparence physique, de leur patronyme ou de leur handicap à capacité professionnelle égale, article L 122A 35 à 12. La direction ajoute que dans un groupe mondial, des collaboratrices travaillant dans des pays où des femmes sont voilées peuvent porter le voile dans les bureaux du siège parisien. Pourquoi l'interdirait-on à d'autres collaboratrices dans d'autres pays ou filiales de cette même organisation? Autant de questions auxquelles nous invitent à réfléchir de manière approfondie les débats actuels sur la diversité et la discrimination positive, leurs apports et leurs limites. En prenant au pied de la lettre certaines mesures de la diversité,
Il y a bien un risque de voir éclater l'entreprise en groupe communautariste ou clanique, de renforcer la judiciarisation des rapports sociaux, et qui plus est, de partager le monde en agresseurs et agressés, en discriminateurs et en discriminés. Ainsi, tout dirigeant peut se demander si imposer l'équité dans son entreprise en se fondant sur des quotas ne tendrait pas à tuer l'intégration et l'émancipation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.